Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir à ces quatrièmes tables rondes organisées par l'IFPEN. On en avait organisé trois en 2019, la première sur l'électrification des transports, la deuxième sur les biocarburants et la dernière en toute fin d'année 2019 sur la capture et le stockage et la capture du carbone. On avait un peu relâché le pied sur ces réunions, on a de fait en 2020 et nous reprenons là toute fin 2020 avec le thème très important du stockage et de la gestion de l'énergie. Je voulais d'abord vous faire part de mon intention de poursuivre sur l'année 2021 à un rythme soutenu comme en 2019 autour de cette table ronde. Euh, deuxième point d'introduction, on est sur un sujet majeur. Euh, Ça peut changer la donne. La question du stockage de l'électricité, pour être plus précis, peut permettre d'avoir plus de souplesse dans l'élaboration et la construction de nos mix électriques, donner aussi plus de souplesse pour l'adéquation entre nos modes de conservation qui ont vocation à changer et l'outil de production électrique dont on se dotera à l'avenir. Donc c'est un sujet majeur. Peut-être trois remarques. Euh, on va sans doute, au fil des débats, aborder en termes de stockage, différentes échelles de temps et différentes échelles de territoire. C'est très important d'avoir ça en tête. Il est vraisemblable aussi qu'à la fin de nos débats, on soit amené aussi à parler de la question de l'hydrogène, qui est aussi un moyen envisagé et à l'ordre du jour pour permettre du stockage de l'électricité. Et mon dernier point, mais on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, c'est peut-être moins urgent, c'est la question de la régulation qu'il faudra mettre en place pour déployer ces moyens de stockage. C'est à mon avis tout sauf une évidence, et ça sera un point à mon avis important à terme quand on voudra déployer à des tailles assez massives des capacités de stockage dans notre pays et dans d'autres pays. Voilà. Euh, je m'en arrête sur mon mot d'introduction qui a été, je crois, assez court, et je passe la parole à l'animateur en chef, François Calédjean de l'IFPEN. Merci à tous et bons échanges. Merci Monsieur Chevet pour vos mots d'introduction qui ont déjà bien campé le sujet. Et bonjour à toutes et tous. Nous sommes plus de 120 en ligne. Donc je suis François Calédjian, je suis le directeur de la direction économie veille d'IFPEN et j'ai la grande joie de vous accueillir ainsi que nos quatre panélistes à cette quatrième édition des rendez-vous IFPEN de l'innovation énergétique. Alors, comme d'habitude, nous ferons en sorte d'avoir des échanges fructueux, intéressants, malgré les circonstances actuelles en termes de communication. Nous nous intéresserons donc cette fois-ci, comme M. Chevel l'a dit, au stockage d'énergie, d'électricité, et cette problématique est centrale, comme cela a été dit. Comme de nombreuses questions se posent et demandent d'être éclairées, d'où la présence de nos quatre panélistes que je vais vous présenter par ordre de passage. Tout d'abord, Madame Valérie Quignou-Ramus, directrice exécutive prospective et recherche à l'ADEME, Monsieur Arnaud Vazeille, responsable stockage et centrale virtuelle EDF renouvelable, Monsieur Guillaume Chazalet, président de la société Chemiwatt, qui nous présentera et dont il présentera aussi les produits. Et puis enfin, Monsieur Daniel Averbuch, responsable à IFPEN du programme stockage d'énergie. Donc, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, de nous faire partager votre expertise et votre vision sur ces questions de stockage d'électricité, d'énergie. Alors, quelques mots sur le format de notre table ronde pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédentes. Donc, nous procéderons de la façon suivante. D'abord, nous aurons de l'ordre de 10 minutes pour chacune des interventions, ce qui nous occupera, grosso modo, la première heure de ce rendez-vous. Pendant les interventions, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit en indiquant, si vous le voulez bien, le ou les panélistes auxquels votre question est posée. Et nous traiterons ces questions, sans doute pas toutes, je le crains, durant la dernière demi-heure de notre rendez-vous. Mais sans plus tarder, je donne la parole à Madame Valérie Quignou-Ramus,
qui va nous parler de l'exercice de prospective énergétique que vient de lancer l'ADEME et qui discute de la place que le stockage peut jouer dans cette prospective. Madame, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur Kaedjian, pour votre introduction. Et merci beaucoup pour l'invitation donc à cette table ronde aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, je suis directrice exécutive de la direction prospective et recherche à l'ADEME depuis environ 1 an et demi. Direction qui s'occupe, au-delà de la prospective et de la recherche, également de la finance durable et de l'évaluation de politiques publiques. Alors, petite parenthèse personnelle, donc depuis 1 an et demi à l'ADEME, et auparavant, en fait, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le monde de l'oil and gas, chez Bouygues Offshore, Noble Denton, puis Total. Et donc, ça m'a donné de nombreuses occasions de travailler avec vous, Yves Penn, et de découvrir la richesse de vos expertises. L'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment une introduction en fait de cette matinée. Vous le verrez, ce n'est pas une présentation d'expertise sur le stockage, mais le but, c'est vraiment plutôt de poser un cadre de réflexion prospective sur la place potentielle du stockage de l'énergie dans plusieurs avenirs possibles. Petite parenthèse également sur l'ADEME, donc que je représente, pour ceux qui peut-être la connaissent mal. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Nous sommes une agence de l'État, sous tutelle double du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce qui montre bien justement la dualité de nos activités, à la fois visant à la transition écologique, mais également avec un fort développement sur la recherche et l'innovation. Dans le cadre donc, de notre mission comme agence de l'État, nous apportons de l'expertise et assistons également au développement des politiques publiques, avec par exemple une contribution forte pour la définition de la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, dans le cadre de France Relance, il vous sera sans doute utile de savoir que l'ADEME porte un certain nombre de soutiens en fait, à la filière hydrogène. Et donc, je pense que vous serez sans doute intéressé d'avoir plus d'informations sur ces appels à projets. Dans le cadre donc, de notre mission, nous avons été amenés depuis déjà quelques années à travailler sur des visions 2050, à réfléchir à ce que pourrait être la France de demain. Et récemment, il y a 1 an et demi à peu près, nous avons lancé un nouveau projet prospectif structurant pour les 2 ans qui suivaient, en fait aujourd'hui pour l'année encore qui vient, jusqu'à la fin 2021. Prospection donc dans un contexte qui ces derniers temps a beaucoup évolué, à la fois avec une prise de conscience bien plus forte en fait de la société et de l'urgence climatique, avec également des nouvelles ambitions à tenir à long terme, notamment l'ambition de neutralité carbone en 2050, et l'émergence aussi de problématiques écologiques plus larges, la nécessité de tenir compte de l'empreinte matière, de l'impact sur les sols. Donc dans ce contexte global, les principales nouveautés de notre travail sont que nous avons décidé de travailler sur plusieurs scénarios français visant à la neutralité carbone. Par le passé, c'était plutôt une vision 2050 de l'ADEME. Là, nous travaillons sur 4 scénarios de neutralité carbone. Des scénarios qui sont contrastés, que l'on évaluera également d'un point de vue ressources, matière, biomasse, un sol en particulier, et des scénarios qui comprennent également un volet territorial. Ces scénarios seront comparés suivant plusieurs critères, notamment technico-économiques et environnementaux, permettant d'évaluer leurs conditions également de réalisation et les conséquences. Nous avons également prévu de travailler non pas uniquement sur juste l'objectif à atteindre en 2050, mais vraiment sur les trajectoires
jusqu'en 2050 avec des étapes tous les 5 ans. Par ailleurs, une particularité de cet exercice, c'est que nous souhaitons, et nous avons déjà entamé, un dialogue important avec les parties prenantes externes sur la cohérence d'ensemble de ces scénarios et de façon à enrichir nos hypothèses de travail. Nous avons eu en mai un premier exercice d'échange et le prochain aura lieu en janvier 2021. Et vous serez évidemment invités à contribuer à cet échange. Par ailleurs, l'exercice est également suivi par un comité scientifique constitué à la fois de membres du conseil scientifique de l'ADEME, mais également de membres volontaires du Haut Conseil pour le climat, ainsi que d'autres personnalités scientifiques permettant d'enrichir le regard de ce comité. Pour terminer, cet exercice va comprendre également une prospective stratégique de quelques filières clés dans le contexte français. Alors, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, j'ai parlé du contexte global, mais il y a évidemment le contexte Covid, alors, qui, je dirais, il y a quelques mois, quand on y réfléchissait, nous semblait être une crise ponctuelle, qui là s'inscrit de plus en plus dans le temps, donc qui vient, je dirais, perturber évidemment cet exercice de réflexion prospective, mais qui nous permet aussi d'avoir une réflexion sur la robustesse justement des scénarios, robustesse à des crises. Alors l'objectif, c'est pas que l'ADEME se positionne comme porteuse d'un unique scénario, ni comme organisatrice d'un débat. Par contre, nous souhaitons être force de proposition, notamment en vue des débats des futures élections présidentielles. Donc, d'où un planning de projet qui nous mènera à la fin 2021. Et nous souhaitons également donc animer en fait le débat au sein de ces réseaux externes. Donc, vraiment, l'objectif est de montrer qu'il y a plusieurs options possibles à long terme pour atteindre cette neutralité carbone. Scénarios qui, par contre, ont des implications différentes, économiques, sociales, environnementales, territoriales. Et que, également, pour tenir en fait, ces engagements au sein de chaque scénario, des décisions politiques, entre autres, seront incontournables à court terme, mais également à moyen ou plus long terme. Alors venons-en maintenant à la description en fait, des archétypes de scénarios sur lesquels nous travaillons. Donc, je vous ai dit 4 scénarios de neutralité carbone, plus un qui nous sert de comparaison, qui est un scénario tendanciel, typiquement business as usual, on va dire, ou en tout cas poursuite de tendance à l'œuvre. Les 4 autres scénarios, je vais vous en donner, disons, les intitulés provisoires, les titres provisoires, et puis je vais ensuite vous décrire quelques caractéristiques de ces scénarios. On a un premier scénario qu'on a appelé sobriété et territorialisation dans l'urgence. Un deuxième scénario de soutenabilité avec rééquilibrage territorial et coopération. Un troisième scénario, techno-push et métropolisation. Et enfin, un quatrième scénario de pari technique pour préserver les modes de vie modernes. La logique sur ces 4 scénarios est en fait une modulation, on va dire, de l'offre et de la demande. Les 2 premiers scénarios étant plus pilotés, on va dire, par une évolution de la demande en baisse, avec une sobriété qui est choisie, mais parfois aussi subie, en tout cas dans le premier scénario, versus des scénarios, nos scénarios 3 et 4, où on joue plutôt sur l'offre, une offre décarbonée, et potentiellement avec également pour la partie de l'offre qui ne sera pas décarbonée, une utilisation forte des méthodes de capture et de stockage de carbone. Dans ces scénarios, on a également un niveau, on va dire, de rôle des territoires plus ou moins important. Typiquement, dans les scénarios 1 et 2, on est plus dans du décentralisé, tandis que dans nos scénarios 3 et 4, le pilotage vraiment au niveau national, voire même au niveau international, européen notamment, du système énergétique est important. Enfin, donc je l'évoquais, mais donc l'appel, on va dire, aux technologies est également plus ou moins important dans le cadre de ces scénarios.
Les scénarios 3, mais surtout 4, hein, étant probablement ceux qui font le plus appel à des technologies, biotechnologie, du stockage, du recyclage, etc. Donc, à ce stade, nous en sommes encore, enfin, nous avons fini, on va dire, le cadrage des scénarios en faisant, disons, en prêtant une attention particulière au narratif et surtout à la cohérence, en fait, globale au sein de chacun de ces scénarios. Nous avons entamé des premiers chiffrages, notamment sur le scénario tendanciel, mais nous commençons également à le faire sur ces 4 scénarios de neutralité carbone, ce qui nous permet de mettre en place toute la chaîne des outils de modélisation. Et alors évidemment, vous vous demandez, bon, mais quelle est la place du stockage dans ces différents scénarios? À ce stade, toutes les solutions de stockage sont, enfin, envisageables, hein, sont considérées. Nous en sommes de nouveau en termes de planning plutôt au stade de considérer en fait le mix énergétique nécessaire dans chacun de ces 4 scénarios. Et ce ne sera que début 2020 que l'on précisera les technologies de stockage qui s'avèrent les plus pertinentes pour chacun de ces scénarios, en prenant en compte des chroniques d'investissement, en réalisant donc une analyse macroéconomique avec notre modèle 3Me, et en prenant en compte évidemment la place plus ou moins importante des énergies renouvelables, plus ou moins localisées, le nécessaire équilibrage entre l'offre et la demande. Donc, à ce stade, du stockage, il est certain qu'on en aura besoin de façon voilà, plus ou moins importante, avec donc des capacités plus ou moins importantes. Les technologies auxquelles on fera appel restent encore ouvertes, et donc le débat, je pense, de ce matin, justement, sera intéressant pour voir quelles sont les différentes options qu'on a aujourd'hui sur la table. Mais je pense que ce qui est certain, de la même façon qu'en termes de sources d'énergie, on ne peut pas cibler, on ne peut pas parier sur une seule technologie. Ce qui me semble certain, c'est que pour le stockage également, on aura besoin en fait d'un panel de solutions. Voilà, je m'arrête là dans mon intervention et je vous laisse reprendre la parole, François. Merci beaucoup Valérie. Nous disposons à présent d'un ensemble de narratifs et nous avons vraiment hâte de les voir nourrir vos exercices de scénarisation. Mais donc maintenant, je voudrais passer la parole à Arnaud Vazeille, qui va nous éclairer sur l'intérêt du stockage pour économiser finalement sur les capacités à installer, pour apporter de la flexibilité au réseau et bien d'autres sujets. Monsieur Vazeille, nous vous écoutons. Bonjour. Donc tout d'abord, je tiens à remercier également IFPN de m'avoir participé à cette table ronde. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour partager l'expérience du groupe EDF Renouvelable. Je ne vais pas présenter, je pense, le groupe EDF Renouvelable longuement. Je pense que c'est une société assez connue. Donc c'est la filiale du groupe EDF active dans les énergies renouvelables. On se charge, enfin on est notamment en charge de développement des activités dans le stockage. Alors, le stockage d'électricité induit 2 évolutions majeures. C'est à la fois une technologie nouvelle et en évolution rapide, mais également un facilitateur de nouvelles offres pour un producteur d'énergie renouvelable comme nous. Et je vous propose de vous introduire ces 2 aspects successivement. Donc, tout d'abord, sous l'impulsion, il faut le dire, de la mobilité électrique, là on récolte les fruits d'un autre secteur industriel, la technologie de stockage lithium-ion a été très rapidement industrialisée. Comme ça a été le cas pour le photovoltaïque, les prévisions se révèlent très très difficiles et la plupart des oracles se trompent, il faut le reconnaître. Les progrès technologiques sont très rapides. La chimie est de mieux en mieux maîtrisée. Chaque fabricant maîtrise de mieux en mieux les additifs pour équilibrer la durabilité et les performances. Et les cellules qu'on voit arriver aujourd'hui sur le marché n'ont rien à voir avec ce qui était proposé il y a seulement 5 ans. Les améliorations concernant les densités d'énergie sont également très rapides. Donc ça, directement, ça nous apporte une meilleure utilisation des matières premières et, compte tenu de la structure de coût des cellules, réduire les matières premières, c'est réduire le coût. Donc il faut aussi avoir en tête que c'est un sujet où la science s'écrit aujourd'hui. Donc on fait de très gros progrès scientifiques et en même temps de très gros progrès industriels. Mais c'est une science qui s'écrit aujourd'hui, qui est assez récente. Donc c'est une technologie nouvelle qui, et tout ça c'était très enthousiasmant, mais qui vient aussi avec des risques nouveaux.
Il est forcé, enfin, je peux pas cacher cet aspect-là aujourd'hui dans mon discours. Les premiers retours d'expérience négatifs arrivent également, donc ça vient avec. Soit sur certains projets avec des dégradations accélérées et donc des fins de vie prématurées. Pour un investisseur, c'est une situation très difficile à gérer. Ou alors, beaucoup plus grave encore, des incendies qui sont maintenant signalés un peu partout sur plusieurs continents, en Asie, en Amérique, en Europe. Donc cela renforce évidemment le besoin normatif et plus généralement la coopération entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. La maîtrise industrielle, que ce soit la performance à long terme ou la sécurité, sont évidemment un enjeu pour un acteur comme nous. Et à ce titre, la technologie lithium-ion, quand on la compare aux autres technologies sur lesquelles on est actif, éolien ou photovoltaïque, la technologie lithium-ion est assez singulière. Un panneau photovoltaïque ne s'use pas quand on s'en sert et surtout ne risque pas de prendre feu. Alors, j'ai parlé du lithium-ion, ça n'est pas la seule technologie, comme ça l'a été déjà introduit. Nous sommes actifs également sur d'autres moyens de stockage. Je ne parlerai pas trop du redox flow puisque monsieur Chazelet en parlera juste après. Mais donc on est actif sur cette technologie. On construit un prototype, enfin un pilote plutôt au Royaume-Uni actuellement. On est également actif sur le stockage thermique. On a été lauréat sur un très gros projet industriel au Maroc de production garantie en journée et en pointe du soir. À ce jour, cependant, toutes ces technologies n'ont pas la même maturité et surtout, à la limite, la même flexibilité, hein, puisque c'est un point très important du lithium-ion, c'est très flexible. Par contre, c'est des technologies qui sont pleines de promesses pour les stockages à plus longue durée, qui sont également un enjeu qu'on risque d'avoir un jour à affronter. Alors, on a évoqué l'hydrogène. J'en parlerai très rapidement. On voit plus l'hydrogène comme un moyen de décarbonation de certains domaines industriels, éventuellement même la mobilité lourde, mais pas tellement comme un moyen de stockage. Donc j'en parlerai pas plus longtemps aujourd'hui, mais on est actif également sur ce sujet. L'hybridation entre la production renouvelable et la production d'hydrogène, c'est un sujet très intéressant pour un producteur d'énergie renouvelable puisque ça diversifie les produits qu'il vend. Ça me permet de faire la transition d'ailleurs entre les aspects technologiques et la finalité pour les utilisateurs. Donc EDF Renouvelable, sans rentrer encore une fois trop dans le détail, mais notre positionnement c'est qu'on est développeur de projets, on investit, on construit et on exploite les actifs, des actifs de production d'énergie renouvelable, et ce dans plus de 20 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, plusieurs pays d'Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Ça nous permet d'être confrontés à des situations extrêmement diverses de systèmes électriques, diverses dans leur organisation, soit des marchés ouverts ou des domaines régulés, des mix énergétiques très différents et en particulier la maturité de la transition énergétique, ou encore les mécanismes d'incitation, qu'ils soient côté production ou consommation. Alors, toutes ces situations sont très diverses. Par contre, on peut identifier un mouvement assez général, un mouvement qui s'amorce sous nos yeux, je dirais, un peu partout dans le monde, vers une demande de production d'énergie renouvelable qui soit plus adaptée aux besoins locaux. Notre premier projet hybride, pour fixer les esprits et commencer un peu à introduire le sujet, était un projet de production photovoltaïque plus stockage qu'on a construit en Guyane. EDF SEI, qui est l'opérateur exclusif du réseau électrique là-bas, avait lancé un appel d'offres pour former la production intermittente d'origine photovoltaïque. Alors former, c'est-à-dire changer la forme. Plutôt qu'une cloche classique qui suit l'ensoleillement et qui est impactée de manière un peu rapide par le passage de nuages, il s'agissait d'annoncer une production la veille pour le lendemain, et cette production devait avoir une forme différente, c'est-à-dire avoir un trapèze avec une rampe le matin prévue, un plateau en journée prévu et une rampe le soir. Donc typiquement, l'opérateur de réseau considérait que ce type de profil était beaucoup plus facile pour lui à assimiler dans son réseau électrique. Dans une enchère plus récente cette année en Israël, l'opérateur de réseau avait souhaité pouvoir acheter une énergie de pointe, donc sur 4 créneaux d'une heure, mais également de l'énergie renouvelable photovoltaïque. Donc la situation cette fois est un peu différente. Le contrat d'achat prévoit l'obligation de produire de l'électricité sur 4 créneaux d'une heure définis à l'avance. Et le reste de la production peut être vendu comme elle vient en fonction de l'ensoleillement.
Le régulateur a été très satisfait de cette enchère, à tel point qu'il a décidé de remplacer les enchères classiques photovoltaïques par cette structure d'enchère, puisque les surcoûts associés à cette enchère hybridée avec du stockage étaient très très faibles, de l'ordre de 10-15%. Encore dans un exemple plus récent encore, puisque l'appel d'offres est en cours en fait, les offres sont pour la fin de l'année en Afrique du Sud. Cette fois, c'est la totalité de la production de la centrale qui doit pouvoir être dispatchée par l'exploitant de réseau. Alors dispatché, c'est-à-dire qu'il décide quand la centrale doit produire. On a l'obligation de pouvoir produire entre 0 et 100%. Depuis 5 heures le matin jusqu'à 21h30 le soir, et on reçoit un signal toutes les 10 minutes pour moduler la puissance. Donc pour répondre à ce type de besoin, les producteurs ne peuvent pas se reposer sur une seule technologie. Il faut faire le bon choix entre les composantes de production, photovoltaïque ou éolien, les moyens de stockage, leur durée, etc. Et parfois même un peu de production thermique pour être sûr de passer certaines périodes qui peuvent être difficiles quand on regarde un peu les statistiques annuelles. Donc on le voit, le stockage d'électricité, je regarde rapidement l'heure, c'est bon. Le stockage d'électricité permet de répondre et de développer des offres extrêmement variées et le plus adapté possible aux besoins locaux. Donc les exemples mentionnés jusqu'ici sont dans des zones dites régulées, où l'exploitant de réseau définit les caractéristiques techniques, forme, anticipation, la veille pour le lendemain, production en pointe ou n'importe quand, dispatchabilité, production garantie ou non, c'est-à-dire que même si on a une ressource intermittente, on s'engage sur des volumes fixes. Et en contrepartie de ces caractéristiques, il offre un contrat à long terme, typiquement 20 ans ou plus. Dans les zones organisées avec des marchés d'électricité, comme en Europe, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc., le problème se pose évidemment différemment. Les différents marchés d'électricité sont censés refléter les contraintes du système pour faciliter l'investissement privé. Donc ça revient aux acteurs privés d'identifier ces contraintes et de prendre la décision d'un investissement. Donc les batteries sont à ce titre très particulières puisqu'elles peuvent participer sur un grand nombre de marchés, les marchés de capacité, les ventes à terme, le marché spot, donc la veille pour le lendemain. Encore un marché énergie, les marchés infrajournaliers. Donc, une fois qu'on a passé l'enchère de la veille pour le lendemain, on peut encore proposer de la production jusqu'au dernier moment. Les marchés d'ajustement, donc là, pour aider les opérateurs de réseau à faire face à des imprévus, et les marchés de services système. Nous avons actuellement en construction 2 grosses batteries au Royaume-Uni qui sont basées sur ce type de structure de rémunération. On est là sur des valorisations sur de multiples marchés qui sont parfois exclusifs les uns des autres, donc il faut choisir les marchés qu'on anticipe comme étant les plus lucratifs. Donc c'est de l'anticipation et donc c'est entaché d'incertitude. Donc on est sur des problèmes mathématiques extrêmement complexes à résoudre, d'autant que ces marchés sont parfois assez récents et donc on ne bénéficie pas d'un historique important qui permette d'avoir des prévisions fiables. Et par ailleurs, on est sur des investissements à long terme, donc il faut aussi prévoir à une échelle de 10-20 ans l'évolution de ces marchés. Là, on est sur des exercices de prospective qui rejoignent quasiment ce qui a été évoqué à l'instant par l'ADEME. Donc on est sur des profils de risque qui restent extrêmement élevés pour les investisseurs. Alors on pense que le marché anglais est particulier, que ce soit sur la maturité des outils de marché ou les contraintes techniques de ce réseau qui est quand même partiellement interconnecté, et on pense que c'est une solution pertinente au Royaume-Uni. Donc je pourrais également vous parler, non, je n'ai plus le temps, je ne parlerai pas des offres qu'on regarde sur le stockage à plus longue durée, mais tout ça pour conclure qu'on est actuellement en train d'observer, à mon sens, une deuxième phase dans la transition énergétique, plus uniquement orientée vers une baisse de coût à tout prix du coût du kilowattheure renouvelable, mais une augmentation de la valeur pour nos clients, et parfois finalement cet équilibre bascule en faveur des énergies renouvelables, c'est-à-dire même si on augmente leur prix en rajoutant une composante de stockage, on améliore la valeur pour le client. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Monsieur Vazeille. Peut-être une petite question, puisqu'elle revient aussi de la part de nos auditeurs. À quelle date à peu près voyez-vous la compétitivité de ces systèmes hybrides? Quand est-ce qu'ils vont pouvoir être utilisés vraiment de
de façon économique? Alors, j'ai pas parlé de microgrid, donc on développe des offres où on hybride une production renouvelable, du stockage et du thermique pour des clients industriels ou alors dans le cas d'électrification rurale. Il y a plusieurs appels d'offres qui s'ouvrent. Là, la demande du client, elle n'est pas tellement de verdir excusez-moi de l'acronyme, mais de verdir le mix, c'est de proposer la solution économique la moins chère. Et en fait, on s'aperçoit que la solution économique la moins chère, c'est celle qui maximise la proportion d'énergie renouvelable. Donc en fait, pour répondre à votre question, c'est 2020 dans certains environnements, typiquement non interconnectés. Évidemment, quand on est très interconnecté avec des moyens de production bas coût, la réponse est complètement différente. Donc encore une fois, ça dépend de l'environnement. Sur des ventes à terme en France, c'est dans quelques années. Et sur des réseaux non interconnectés, c'est déjà le cas. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on passe maintenant à l'exposé suivant. C'est donc l'exposé de Monsieur Chazalet qui va nous parler de cette technologie de batterie à flux. Monsieur Chazalet, vous avez la parole. Merci, Monsieur Kaledjian. Merci à l'IFP-EN dans un premier temps de me donner l'opportunité de vous présenter ce que nous réalisons au sein de Chemiwatt par rapport à une technologie un petit peu spécifique au niveau du stockage d'énergie stationnaire. Et je vais vraiment focaliser là-dessus. On est vraiment sur cette partie-là et ces applications autour du stationnaire. Je crois qu'on a bien défini et on a bien vu avec les deux exposés précédents qu'il n'y a plus de questions sur le fait que si un jour ou pas le stockage devait arriver, on sait que c'est quelque chose qui va être très important dans la phase de transition énergétique. Donc ça, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, il est plutôt de savoir vers quoi on va se tourner, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'évolutions vers les applications. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on a vu il y a 2-3 ans en termes de besoin de stockage n'est pas forcément exactement le même qu'aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des places pour différents types de technologies. Et je rejoins tout à fait Madame Quignou-Ramus sur le fait qu'il y a certainement beaucoup plus de technos qui doivent répondre à différents enjeux. Donc nous, au sein de Chemiwatt, justement, on a regardé tout ça et on nous propose une solution innovante au niveau du stockage d'énergie. Mais pour proposer une solution innovante, et s'insérer sur le marché, il faut que cette techno, elle puisse apporter des choses importantes et nouvelles. Donc, il faut qu'elle soit bien entendu techniquement et au niveau des performances et économiquement au niveau des performances, elle soit capable d'être comparable, voire supérieure à d'autres technos. Il faut également qu'elle apporte des choses nouvelles vis-à-vis de l'environnement et donc un impact limité. Il faut aussi qu'il y ait un enjeu de sécurité et que la sécurité soit garantie, puisqu'on va mettre de plus en plus, et M. Vazeille en a parlé, d'énergie stockée à certains endroits, et il faut garantir aux citoyens le fait que ces nouveaux moyens de stockage soient les plus sûrs possibles. Il faut aussi que ça soit très flexible et très adaptable en fonction des nouveaux besoins qui sont en cours de développement. Et puis, il y a encore deux autres aspects. Il faut qu'avec la crise du Covid, on a vu qu'il y avait quand même certaines dépendances vis-à-vis d'aspects extérieurs à une localisation. Et donc, cette dépendance, il faut pouvoir aussi la limiter. Et dernier point, quand on développe une innovation et une nouvelle technologie, il faut aussi considérer les investissements qui sont nécessaires pour la production de cette technologie. Et donc, il y a des technologies qui ont des besoins forts en capitaux pour produire et faire baisser les coûts. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Donc, c'est avec tous ces éléments-là, chez Chemiwatt, on a développé la technologie autour du stockage d'énergie via une flow batterie organique. Donc, c'est quelque chose que je vais vous présenter maintenant. Donc, on stocke de l'énergie comme une batterie classique, mais on la stocke dans de l'eau. Alors bien entendu, il n'y a pas que de l'eau dans cette flow batterie, mais on stocke dans cette eau, on vient dissoudre des molécules actives qui vont venir elles-mêmes stocker cette énergie. Et ça, c'est le facteur important puisque la réaction chimique, électrochimique, va s'opérer à l'intérieur des molécules. Et ça va avoir un impact sur plusieurs choses. Ça a un impact sur
la sécurité, ça a un impact sur la dégradation des équipements. Donc tous ces éléments-là sont des éléments importants et différenciants par rapport à d'autres technologies. Donc c'est très simple, une flow batterie organique fonctionne comme une flow batterie normale, c'est simplement qu'on utilise des molécules de carbone, enfin molécules organiques, donc avec du carbone à l'intérieur, et on les utilise classiquement pour décharger et charger de l'électricité, essentiellement issue des renouvelables. Donc, c'est ce qu'on a développé au sein de Chemiwatt. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a développé cette technologie. On est issu de la recherche française, puisqu'on est issu du laboratoire de chimie de Rennes. Et on a une volonté très, très vite au sein de Chemiwatt de faire la preuve du concept du fonctionnement de cette technologie. Donc, en mettant en place des démonstrateurs, enfin des prototypes des démonstrateurs pour valider le fonctionnement de la techno, mais aussi de commencer à valider les applications qu'on pourra jouer sur cette technologie et être bien en cohérence avec ce que les développeurs renouvelables vont nous demander au fur et à mesure des années. Donc, on a pu, avec cette technologie, valider que on apporte plusieurs avantages. Le fait qu'on utilise au niveau de l'environnement pas de métaux précieux, pas de terres rares. Donc, on a des molécules qui sont recyclables. On a fait des tests sur ce point-là et on a des très, très bons niveaux de recyclabilité de nos molécules. Donc, c'est très important pour pouvoir les remettre dans de nouvelles batteries ou les terminer en termes de recyclage de manière définitive, de manière relativement simple. Donc, ça, c'est très important. On a aussi une sécurité forte, vu qu'on est dans un environnement, on est dans de l'eau, nos molécules sont dans de l'eau, donc il n'y a pas de risque d'explosion, pas de risque de feu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être aussi différenciant. Et on a une modularité très forte, puisque derrière, on peut, avec cette technologie, découpler l'énergie et la puissance. Et ça, en fonction du besoin, on peut vraiment s'adapter sur différents marchés. Donc nous, on vise des marchés qui sont entre 3 et 12 heures de stockage, 10 heures de stockage. Donc ça, c'est vraiment aussi une focalisation pour nous. On sait très bien qu'il y a différentes typologies de techno disponibles. Le tout, c'est de savoir vers quoi la technologie est la plus adaptée possible. Et nous, notre marché, il est vraiment sur cette plage de fonctionnement entre 3 et 10 heures, 12 heures de stockage. Donc ça, c'est vraiment très important. Et grâce à la flexibilité, on va venir remplir les réservoirs d'eau et de molécules en fonction de ce besoin de stockage. Donc ça, c'est très différent de certaines technologies. Côté, on va dire, investissement et opération, on utilise des matériaux qui sont relativement standard. Et ça, c'est vraiment la volonté au niveau de Chemiwatt, d'utiliser différents matériaux qui sont déjà éprouvés pour pouvoir venir faire fonctionner la batterie. C'est un environnement très simple qu'on veut maintenir de manière très très simple. C'est constitué de réservoirs, de tuyaux, de pompes. Donc c'est quelque chose de relativement peu électronisé, on va dire, si je peux utiliser ce terme-là, pour garantir une opération longue et une facilité d'exploitation. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous est demandé par les opérateurs. Et en plus de ça, le fait de travailler dans un environnement aqueux nous affranchit aussi de certaines contraintes au niveau de la température, puisque nos systèmes ne nécessitent pas d'air conditionné pour être ventilés en fonction des températures. Et on a besoin, on peut fonctionner dans des environnements relativement chauds. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi différenciant par rapport à d'autres technologies. Donc, voilà quelques avantages assez importants de la techno. On a, comme je vous l'ai dit, une volonté d'aller très très vite sur de la démonstration. Donc on a fait sur nos sites. On a aussi implémenté un système dernièrement sur le site de l'Université de Rennes. On a en début d'année eu l'occasion de signer notre premier contrat pour la mise en place d'un système qui va combiner
des ombrières, une borne de recharge électrique et notre système de stockage. On a d'autres discussions avec des partenaires sur ces mêmes typologies de projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours de développement. On a bien entendu encore des choses à faire en termes de vérification et de prouver le bon fonctionnement de nos systèmes. On est déjà très satisfait, mais on doit encore aller plus loin, puisque nous, on vise des systèmes qui sont des systèmes qui vont durer sur à peu près la même durée que des panneaux, c'est-à-dire 20 ans ou 20 000 cycles. Et donc, c'est des choses qui sont importantes, puisque c'est ce que demandent les intégrateurs maintenant, c'est d'avoir une très grande durée d'utilisation, mais aussi un nombre important de cycles pour pouvoir faire varier les applications et d'être justement très flexible au niveau des applications. Donc nous, on est en capacité d'adresser les différents types de marchés que proposent, qui sont ouverts à nous, c'est-à-dire les micro-réseaux, l'intégration des renouvelables en fonction des différentes capacités, et puis aussi les services réseaux, notamment le fait de différer les investissements de renouvellement de taille de tuyaux, on va dire de câbles électriques, qui sont dimensionnés aujourd'hui par rapport à certains besoins. Mais par exemple, avec les voitures électriques, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où il y a des réseaux qui sont relativement faibles. Il y a deux solutions. Soit on augmente la taille du réseau, soit on peut envisager du stockage. Donc ça peut être une application qui peut nous intéresser. Ou pareil, quand on met en place des grandes centrales éoliennes ou PV, il y a des tailles de tuyaux qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc, on peut s'affranchir éventuellement de changer ces réseaux en mettant en place du stockage. Donc, c'est aussi quelque chose d'important pour nous de regarder cette partie service réseau. Donc, comme je l'ai dit, on travaille aussi à l'amélioration et c'est pour ça qu'on a des collaborations avec l'IFPEN et les équipes de Daniel pour optimiser le système et parce qu'il faut vraiment gagner tous les points de rendement possibles pour pouvoir être le plus compétitif possible avec les autres technologies et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des collaborations et des collaborations fortes avec des partenaires qui ont un savoir-faire sur ces technologies-là. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis je pense que Daniel pourra parler un petit peu plus de ces collaborations. Merci, Monsieur Chazalet, pour cette présentation qui illustre finalement comment une société comme la vôtre peut innover pour apporter une flexibilité nécessaire à une utilisation notamment décentralisée. Vous avez parlé de micro-réseaux. On voit de plus en plus de municipalités qui s'orientent vers des écoquartiers, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi pour vous une opportunité d'implantation de vos technologies dans un cadre de ces villes durables et de ces écoquartiers à venir? Alors, en termes de positionnement, nous, on en est plus sur des positionnements sur du commercial et des gros systèmes. Si jamais il y a de la place pour pouvoir intégrer ces solutions-là, c'est quelque chose qu'on étudiera, mais ce ne sera pas forcément le premier marché que l'on va viser. La technologie telle que je vous l'ai présentée, elle a énormément d'avantages. Après, derrière, elle nécessite un petit peu de place, puisque derrière, en termes de, j'ai vu il commence à y avoir quelques questions sur des densités énergétiques. L'encombrement. Et voilà, Oui. tout à fait. Et donc, ces éléments-là sont des points qu'il faut aussi considérer. Donc, on a besoin d'un petit peu plus de place que d'autres technologies, ce qui n'est pas forcément un inconvénient quand on sait viser les applications qui sont les plus intéressantes pour nous. Donc, voilà, on va se focaliser dans un premier temps sur la partie commerciale, industrielle et l'intégration au niveau des renouvelables. Parfait, merci beaucoup. Et bien, pour conclure ces présentations de notre premier temps de table ronde, je vais donner la parole à Daniel Averbuch, qui va nous parler de l'apport de la R&D pour lever certains verrous, celui des coûts, celui de l'utilisation plus facile. Et donc, Daniel va aussi dessiner le fonctionnement des villes de demain.
et discuter de la place que le stockage pourrait y jouer. Daniel, c'est à vous. Merci François. Donc, bonjour à tous. Je suis très content de vous présenter les travaux que mène l'IFP Énergie Nouvelle dans le domaine du stockage et donc de la gestion de l'énergie. Donc je vais tout d'abord évoquer effectivement les technologies sur lesquelles nous travaillons. Technologie donc de stockage de l'énergie qui adresse, comme on l'a dit déjà, finalement des échelles de temps, de quantité d'énergie et également de lieux différents. Donc, on travaille tout d'abord sur une technologie dite de stockage par air comprimé. C'est une technologie qui est tout à fait adaptée en fait, au stockage de grande capacité et durée importante. Donc, grande capacité, potentiellement 100 MW et plus, et plusieurs heures. Le principe en est relativement simple. Il s'agit en fait de comprimer de l'air quand on a de l'énergie que l'on souhaite stocker. Cet air va être stocké, mais lors de sa compression, il va se réchauffer. Et on va, en même temps que l'on stocke l'air comprimé, stocker la chaleur de façon à garantir un bon rendement, c'est-à-dire un bon rapport entre l'énergie que l'on a stockée et l'énergie restituée, pardon, et l'énergie que l'on a stockée. Donc on vise des rendements autour de 70% pour ces technologies qui nous semblent très adaptées, comme je le disais, pour des quantités importantes d'énergie à stocker dans des grandes durées. Avec des stockages que l'on envisage dans des cavités salines que l'on trouve par exemple, comme on trouve par exemple en France et dans plusieurs pays, qui sont utilisés traditionnellement aujourd'hui pour stocker du gaz. Nos travaux donc portent sur l'amélioration du rendement de cette technologie, la réduction des coûts, grâce à, je dirais, notamment une gestion la plus efficace possible des flux de chaleur, qui sont vraiment le sujet complexe de cette technologie. Dans d'autres gammes de puissance et de quantité d'énergie, ça a été présenté par Guillaume Chazalet, nous travaillons également donc, sur les batteries à flux, notamment en collaboration avec Chemiwatt, avec des objectifs, d'une part, de caractérisation des performances, et donc ce qui implique de bien comprendre les divers mécanismes en jeu dans cette technologie. Alors c'est une technologie qui vient d'être présentée et qui a la particularité effectivement de reposer à la fois sur des mécanismes électrochimiques, mais aussi qui comporte un aspect, je dirais, de procédé, puisque le système comporte des écoulements, et donc nos travaux portent d'une part sur la caractérisation des performances à plusieurs échelles, de façon à identifier les meilleures solutions technologiques, mais aussi l'optimisation globale de l'efficacité, du rendement par des travaux de simulation qui permettent de concevoir du mieux possible ces batteries à flux. Troisième domaine sur lequel nous travaillons, les matériaux pour les batteries lithium-ion, quatrième génération, on dit tout solide, et lithium-soufre. Donc là, on est dans des technologies qui sont moins matures, avec des horizons de temps plus lointains, pardon, et pour nous, des travaux qui sont à l'échelle des matériaux, et donc pour lesquels nous proposons de nouvelles formulations de matériaux en nous appuyant sur nos compétences donc de synthèse de matériaux, notamment inorganiques, issus de nos équipes de catalyse. Donc, un premier volet sur les technologies de stockage de l'énergie avec ces trois familles de technologies. Un deuxième volet que je souhaitais évoquer porte sur l'intégration en fait du stockage dans leur utilisation, et notamment au moyen de ce qu'on appelle les systèmes de gestion d'énergie, ou EMS, Energy Management Systems, que nous développons pour finalement piloter au mieux des systèmes énergétiques de tailles diverses,
en présence de stockage. Alors, clairement, on l'a dit, hein, donc disposer de technologies de stockage de l'énergie est quelque chose de très important. Il faut ensuite les piloter au mieux, ainsi que les moyens de production et potentiellement la consommation, de façon à en optimiser le rendement, leur efficacité économique, mais aussi potentiellement leur durée de vie. Donc nous travaillons à développer, notamment dans des opérations d'autoconsommation collective qui préfigurent ce que pourrait être un volet du système électrique de demain. Donc nous développons des systèmes de management de l'énergie qui permettent de piloter au mieux le fonctionnement des batteries. Un des enjeux, je l'ai évoqué, c'est notamment la durabilité, puisque on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut avec ces batteries qui ont leurs limites, et on le sait tous. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et on s'appuie pour ce faire sur les compétences qu'on a acquises dans le domaine des transports, sur l'étude des batteries, puisqu'on a caractérisé pour des applications donc, de transport, en fait, le fonctionnement et le vieillissement de nombreuses filières de batteries. Et on dispose également de modèles pour représenter en fait le vieillissement de ces batteries. Ça a déjà été évoqué. Il est important de souligner que effectivement le stockage peut intervenir donc à plusieurs échelles. Arnaud Vazeille a évoqué d'ores et déjà les deux échelles. Donc dans ce qu'on regarde, on se concentre essentiellement en fait sur une échelle locale. Et finalement, le stockage va permettre notamment d'augmenter l'autoconsommation, c'est-à-dire finalement la quantité d'énergie qui est produit localement et consommé localement. Donc c'est ce qui, pour ces projets d'autoconsommation, permet d'optimiser en fait le modèle économique. Un deuxième aspect de la gestion de l'énergie qui nous semble important et qui va être, à ce qui nous semble une solution qui va être mobilisée dans les années qui viennent, c'est s'appuyer en fait sur les capacités des batteries des véhicules électriques. Et avec les notions d'une part en premier lieu de pilotage de la demande, de la recharge de ces véhicules, donc là on n'est pas dans le stockage, on est dans la gestion de la demande, mais relativement rapidement derrière, de pouvoir bénéficier en fait de cette capacité importante que vont offrir en termes de stockage, que vont offrir les véhicules électriques, pour peu qu'on sache en piloter la charge et la décharge, puisque si on mobilise en fait ces capacités, on pense que d'ici une dizaine d'années, on disposera en fait d'un volant de flexibilité important. On parle de l'ordre de grandeur finalement du stockage d'énergie qui est aujourd'hui contenu dans les chauffe-eau au niveau du parc français. Donc c'est un volant qui est intéressant, mais qui demande en fait de pouvoir le piloter au mieux. Et donc ce sont des travaux qu'on mène avec des démonstrations qui vont démarrer dans les mois à venir. Donc, pour conclure sur ces aspects-là, il est vraiment important de comprendre que le stockage, en fait, et donc ça a été bien évoqué, repose sur un panel de solutions. Ce panel de solutions doit être mobilisé en fonction des applications et des besoins des réseaux, globalement, mais aussi localement. Donc, la capacité de simulation en fait, du fonctionnement de l'ensemble et la connaissance de l'ensemble de ces technologies sera vraiment quelque chose de clé à l'avenir
pour pouvoir sélectionner en fonction des modèles économiques d'une part et puis des besoins technologiques d'autre part, les bonnes solutions aux bonnes échelles. Merci, c'est très clair. Cette présentation nous a éclairé sur aussi les questions de gestion de l'énergie, incluant le stockage. Au tout début de votre intervention, vous avez mentionné les systèmes de stockage par air comprimé. Je pense que dans la session des questions-réponses, on va revenir aussi sur les alternatives de stockage, les alternatives à la batterie. Mais là, déjà, en matière de stockage, vous parliez de l'utilisation des cavités salines. Il y a d'autres technologies qui aussi lorgnent du côté des cavités salines, notamment ce qui concerne l'hydrogène. Comment vous voyez un peu la part des choses entre le stockage d'hydrogène, le stockage par batterie, comment il pourrait se distribuer les applications, les besoins éventuels à venir? Alors, donc l'hydrogène, comme le stockage chimique de manière générale, présente notamment l'intérêt d'être adapté à des grandes quantités d'énergie et à des grandes durées. Et présente en revanche un handicap qui est associé en fait aujourd'hui à son coût et au rendement global de la chaîne. Donc on pense que, en tout cas, les premières applications de l'hydrogène, et ça a été évoqué par Arnaud Vazeille, seront plutôt la décarbonation de certaines filières industrielles d'une part, et puis le transport lourd. Donc à court terme, en tout cas, on pense que finalement, l'hydrogène servira d'autres besoins, d'autres marchés, que le stockage de l'électricité pour le restituer vers l'électricité. Effectivement, si on regarde également l'utilisation des cavités salines, un des intérêts qu'on voit, nous, à l'air comprimé, c'est son rendement global, puisqu'on parle de 70% électricité à électricité, ce qui est effectivement un rendement certes moins bon que des batteries lithium-ion, mais tout à fait intéressant. Très bien, merci. Bien, nous avons terminé avec cette première partie de la table ronde qui consistait en vos 4 interventions bien complémentaires. Donc, voici venu le temps des questions-réponses. Alors, cette fois-ci, on innove un petit peu puisque tout se passe par Internet. Donc, il y a peut-être une question déjà qui a été posée et qui concerne un peu tout le monde. C'est finalement, en fonction de la transition énergétique et du déploiement des énergies renouvelables, souvent non pilotables, à quel moment, quel est le seuil à partir duquel vous voyez poindre ce besoin de stockage? Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Arnaud pour débuter? Donc, à quel moment on a besoin de stockage quand on est producteur d'énergie renouvelable? Alors, Oui. il y a plusieurs. C'est assez vaste comme sujet et c'est un domaine c'est un sujet d'optimisation qui est au cas par cas, qui nécessite potentiellement des études qui sont un peu compliquées, sophistiquées. Il y a plusieurs drivers, comme on dit en français. Le premier, c'est typiquement s'il y a abondance d'énergie photovoltaïque pendant la production à midi et qu'il n'y a pas assez de demande. À ce moment-là, on va stocker une partie de cette production et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est économiquement intéressant d'investir dans du stockage pour servir de tampon, quoi. La deuxième, ça va être la valeur de l'énergie photovoltaïque ne va pas être la même à chaque heure. Ce qui est pas tout à fait le même, ce qui peut être lié au premier problème, mais pas forcément directement. Donc typiquement, il y a des périodes de pointe et à ce moment-là, l'opérateur de réseau déclenche des moyens de production qui coûtent plus cher et ça, c'est reflété pour le consommateur. Donc il va être incité à déplacer sa production renouvelable à ces moments où ça a le plus de valeur pour lui.
Après, il y a d'autres sujets de flexibilité de consommation qui peuvent s'ajouter à ces paramètres qui complexifient l'équation. Donc, je dirais, c'est si ça devient pertinent ou pas, compte tenu de l'ensoleillement et d'un certain nombre de choses, de stocker de l'énergie pour la restituer plus tard. Et 2, si l'énergie restituée a un supplément de valeur ou pas. Et 3, s'il y a des besoins spécifiques de services système derrière le compteur ou autre. Voilà. Pour introduire, je laisse mes collègues prolonger. Oui, Valérie, peut-être vous voulez compléter la façon dont ce stockage va intervenir dans vos différents scénarios? Oui, alors je peux en dire un mot. Enfin déjà aussi sur la place du stockage dans le cadre de la PPE, de la planification pluriannuelle de l'énergie. En fait, aujourd'hui, en France métropolitaine, en fait, du fait du maintien relativement important de production thermique et nucléaire jusqu'en 2035, en fait, la part de stockage reste relativement limitée. Donc c'est plus au-delà de 2035 qu'on voit, qu'on imagine vraiment un développement nécessaire en fait du stockage. L'exception qu'on peut en faire cependant, c'est sans doute sur ce qu'on appelle les ZNI, là, les zones non interconnectées, où là effectivement, en fait, dès maintenant, il y a certainement on commence à le voir sur certains dom-tom, hein, de réelles possibilités, enfin économiquement en fait intéressantes. Très bien, merci. Daniel ou Guillaume, vous voulez intervenir sur cette question ou on a traité suffisamment? Je voulais juste, là, parce qu'on parle beaucoup du marché un petit peu français, voire même local, et même si c'est les ZNI, c'est une extension de la France sur ce point-là. Il y a des marchés aujourd'hui qui sont très différents. On parle des marchés, même aux États-Unis, qui sont intégrés. Il y a des marchés au niveau asiatique qui ont un autre mode de fonctionnement. Donc, ça veut dire que la valeur du stockage, elle est aussi différente et surtout dépendante de la localisation. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et il peut y avoir différents critères qui rentrent en ligne de compte. Pas uniquement l'aspect coût, mais il y a aussi l'aspect facilité d'accès, qualité d'interconnexion. Et ça, c'est là où la valeur du stockage est pas unique, et pas évidente et facile à modéliser, mais en tout cas, elle apparaît très très vite dans des zones qui sont sujettes à des événements climatiques, des zones qui sont difficiles d'accès parce que dans des endroits, voilà. Et donc tout ça rajoute un petit peu à la complexité, mais justement apporte différentes valeurs ou différents moyens pour valoriser le stockage. Bien, merci. Daniel, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être juste sur ce dernier point, très brièvement, je pense que ce qui est important, c'est de différencier la question du besoin du stockage. Est-ce qu'on a absolument besoin du stockage? Et effectivement, ce qui a été dit par l'ADEME en rappelant la PPE, si on regarde finalement le périmètre français, montre qu'on n'a pas besoin du stockage. Et il y a une deuxième question qui est, y a-t-il un modèle économique pour le stockage? Le stockage étant une solution parmi d'autres. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que, ça a été dit par Arnaud Vaza également, dans certains cas, et de plus en plus avec la baisse des coûts annoncés de ces technologies, on trouve des modèles économiques pour du stockage, alors qu'on n'en est pas, qui viendra comme un des éléments du panel de solutions. Donc voilà, je pense qu'il faut bien différencier la question du besoin et la question du modèle économique, qui sont deux choses différentes. Oui, tout à fait. Et puis la question des coûts, d'ailleurs, est posée par nos auditeurs. Hein, à quel coût, quelle est la marge de progrès qu'il existe encore sur les coûts des différentes technologies, y compris de la technologie batterie à flux, hein, qui a beaucoup intéressé nos auditeurs. Donc, comment voyez-vous cette baisse de coûts à venir? Est-ce qu'elles sont, par exemple, en ligne avec la baisse des coûts? On nous pose cette question, la baisse des coûts des énergies renouvelables elles-mêmes. Est-ce que vous avez une idée de la marge de progrès qui reste?
Peut-être Guillaume? Oui. En effet, on pouvait à un moment donné douter de cette baisse, on va dire assez forte des coûts du lithium notamment. Mais en fait, on voit que maintenant la baisse est réelle et on a une pente qui peut se rapprocher de ce qui a pu être fait au niveau des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'on arrivera aux éléments mentionnés par des géants comme Tesla à moins de 100 euros du kilowattheure tout intégré? Ça, on peut avoir certains doutes, mais en tout cas, nous, de notre côté, chez Chemiwatt, on se met en ligne, en ligne pour pouvoir produire des systèmes qui soient, on va dire, comparables en termes de prix vis-à-vis de ces systèmes-là. Donc, l'objectif, c'est de pas d'être trop en dessous de ces prix, de proposer une valeur supplémentaire en plus avec une solution beaucoup plus sûre, une solution qui va être en partie biosourcée et recyclable facilement. Donc c'est aussi tous ces critères-là qu'on vient rajouter à la valeur quand on vient parler d'un coût d'un système. Donc l'objectif pour nous, c'est de se rapprocher de ces valeurs-là. Alors pas à 100 euros du kilowattheure, ça c'est clair, c'est pour l'instant pas une cible que l'on voit accessible pour nous, mais plus aux alentours en dessous de 300 euros du kilowattheure, tout inclus. C'est quelque chose qui est de notre point de vue totalement envisageable avec des systèmes ACDC, donc tout compris au niveau du système. Est-ce que d'autres de nos panélistes veulent aussi intervenir sur cette question de coût? Peut-être Arnaud, oui? Oui, ok, d'accord. Donc il y a deux éléments. Il y a un élément, il y a une pression qui va faire augmenter les coûts. Il faut quand même l'avoir en tête. Et je pensais très bien qu'il y ait quelqu'un qui représente déjà une filière française et ensuite une filière de production de batteries qui soit peut-être plus durable, avec des matériaux biosourcés dans ce panel. Je trouve ça très, très intéressant, puisqu'il y a une pression qui va faire augmenter les coûts, c'est la pression sociale sur le recyclage, le sourcing des matières premières suivant des normes plus d'éthique ou de travail plus élevées. Il y a le contenu de CO2 des batteries. Hein, quand on veut faire un transfert d'énergie entre de l'essence ou du gasoil vers de la mobilité électrique, il faut quand même s'assurer que le bilan global reste positif du point de vue du carbone, et ça peut engendrer des exigences supplémentaires sur le contenu carbone des batteries. Donc tout ça, ça va être des paramètres qui vont augmenter les coûts. D'un autre côté, il y a des paramètres, je pense que je ne suis pas le plus adapté sur ce panel pour en parler, mais les évolutions industrielles sont assez faramineuses. Les perspectives du tout solide engendrent des densités énergétiques fabuleuses, sauf que ça fait quand même 20 ans. Par exemple, qu'est-ce qu'on vise comme densité énergétique à venir? Le tout solide, je pense que je ne suis pas l'expert qui peut en parler sur ce panel, mais c'est peut-être plus 40% de densité énergétique, et ça se déduit directement sur les coûts. Sauf que le tout solide, ça fait peut-être 20 ans qu'on travaille dessus, et il y a quand même des obstacles majeurs scientifiques à passer. Et on les passe par saut. Il y a une publication qui donne des perspectives, qui relance un peu les travaux, et puis on s'aperçoit qu'il y a des limitations sur cette publication, etc. Donc on est quand même sur des sauts qui sont un petit peu durs à anticiper, sur des sauts majeurs du type du tout solide, mais d'autres sauts sont réalisés actuellement par les industriels avec des améliorations de process. Donc on a effectivement une dynamique très rapide de baisse des coûts et des perspectives pour dire que ça va continuer, des incertitudes sur quand et comment, etc. Mais globalement, oui, on a une baisse des coûts et c'est flagrant. Parmi nos panélistes, oui, peut-être juste rajouter un élément. Alors, je ne suis pas experte, mais mes collègues de l'ADEME qui travaillent actuellement sur un avis, d'ailleurs sur le stockage qui sera prochainement publié, effectivement me soufflaient récemment en fait qu'un des éléments en fait influençant aussi le coût, c'est le statut juridique du stockage. Je comprends effectivement que dans certains pays, alors en fait, visiblement en fait, de ce qu'on m'a dit, seule la Californie apparemment a réellement défini le stockage comme une ressource non productive, mais sinon la plupart des autres pays le considèrent soit comme ou lui attribuent soit un statut de producteur,
soit un statut de consommateur, voire les deux à la fois. Donc ce statut juridique fait aussi qu'il y a une influence en fait sur comment dire, le coût du stockage, et du coup son utilité, on va dire, comment dire, à compenser en fait à compenser ou à venir, enfin c'est un coût pardon qui vient s'ajouter au coût de l'électricité, qui peut idem être plus ou moins bas évidemment en fonction des pays. Très bien. Il y avait une autre, peut-être Daniel, vous voulez intervenir sur ces questions de coût de oui, sur ces questions. Technologies. Oui, je pense que ce qu'on n'a peut-être pas assez souligné, c'est que si les coûts du stockage de l'énergie pour les applications stationnaires baissent, ce n'est pas grâce au marché du stationnaire qui est en fait tout petit. Si les coûts baissent, c'est en fait parce que les technologies qui sont majoritairement utilisées sont les technologies lithium-ion dont le développement est plutôt tiré par les marchés de la mobilité. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Hein. Le marché du stockage stationnaire est d'un ordre de grandeur inférieur et le restera d'après les projections qu'on voit. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour des technologies spécifiquement adaptées, ou dit autrement, qui ne conviendraient pas pour les marchés de la mobilité, comme les batteries à flux qui n'ont pas la densité énergétique requise pour la mobilité. Donc, en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que la courbe d'apprentissage, en fait, si on doit en garder une pour le prix du stockage stationnaire, il ne faut pas la regarder sur le marché du stockage stationnaire, il faut la regarder globalement sur l'ensemble des marchés utilisant ces technologies. Très bien. Mais ça, c'est peut-être avec le prisme de la batterie. On a eu des questions aussi sur les autres formes de stockage d'énergie. On nous interroge sur la géothermie, sur donc le stockage thermique aussi. Par exemple, Valérie, dans vos scénarios qui réclameront du stockage, il y a peut-être aussi des formes différentes de stockage d'énergie qui seront à prendre en compte. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on travaille à la fois sur le stockage d'électricité, mais également le stockage de chaleur. C'est certain que ça fait partie aussi des différentes solutions considérées. Donc, stockage de chaleur, utilisation également de chaleur industrielle. En tant que telle, la géothermie que vous évoquez, effectivement, fait aussi partie des solutions que l'on étudie, avec cependant un potentiel qui, alors au périmètre français, puisque l'ADEME travaille principalement au périmètre français, un potentiel qui se situe quand même plutôt sur de nouveau certains de nos dom-toms qu'au niveau métropolitain, quoique il y a quand même effectivement un potentiel relativement important, mais sans doute moins exploité. Alors, puisque vous avez la parole, vous êtes aussi interrogé par nos auditeurs sur vos scénarios. Peut-être ça vient un peu de façon prématurée parce que vous ne les avez pas encore conduits jusqu'à leur terme, mais ça porte et ça montre tout l'intérêt aussi de ces présentations et de cette discussion sur les ordres de grandeur des volumes de stockage connectés à envisager sur le réseau dans les scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050. Peut-être qu'il faut vous laisser un peu le temps de développer vos scénarios pour y répondre. Oui, malheureusement, effectivement, c'est un peu prématuré. Je pense que voilà, dans 3 à 6 mois, on pourra y répondre. Aujourd'hui, je vous dirai des bêtises en essayant de vous répondre. Donc, suspense. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur la question dont on discute là, ou on passe à une autre question? Alors, il y a d'autres questions qui portent notamment sur, je pense, liées aux batteries, hein, la question des ressources naturelles, de la criticité des matériaux, en tout cas, qui sont utilisés dans les technologies de stockage.
Guillaume, vous avez expliqué l'intérêt de votre technologie, et même en termes de recyclage. Bon, cette question porte un peu sur toutes les différentes technologies de stockage. Est-ce que vous pourriez intervenir là-dessus Oui, au en niveau du effet, panel? sur cette partie de la criticité des matériaux, c'est quelque chose qui, au niveau de l'environnement et même au niveau sociétal, comme le soulignait, je crois que c'est Madame, c'est Véronique hein, qui abordait ce point-là. On a, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et donc, nous, on a vraiment fait le pari d'avoir des solutions qui soient les plus respectueuses de l'environnement. Donc, on est en train de mettre en œuvre des solutions qui sont déjà en partie utilisant pour la fabrication des molécules des éléments qui sont biosourcés pour, à terme, arriver avec une production qui soit totalement biosourcée. Donc, avoir un respect de ces éléments au niveau de l'environnement pour éviter tout ce qui est la partie minage et pour récupérer des matières premières qui sont souvent acheminées en plus d'assez loin pour venir être produits ou transformés en France ou en Europe. Donc là, voilà, il y a un vrai enjeu au niveau de cette partie du respect et de la production des éléments chimiques qui vont être utilisés dans le système de stockage. Donc ça, c'est important de considérer ça d'un point de vue environnement, mais d'un point de vue aussi économique, puisque tous ces coûts à la fois de production, d'acheminement et de recyclage, il faut les prendre en compte dans l'ensemble de la chaîne de valeur et dans tout ce qui est coût d'exploitation des systèmes de stockage. Peut-être Arnaud ou Valérie, vous pouvez intervenir aussi sur ces questions justement de problématiques de ressources, de recyclabilité des différentes technologies. Comment vous voyez ça? Sachant que nous-mêmes, à IFPEN, on a travaillé sur les matériaux critiques et il y a des questions sur le lithium et on n'a pas le sentiment que le lithium soit l'élément le plus critique en la matière. Mais bon, Valérie et peut-être Arnaud et Daniel, si vous voulez compléter là-dessus. Oui, je peux en dire un petit mot effectivement rapide. En fait, l'ADEME a travaillé effectivement sur ces sujets en début d'année avec un document qui, je crois, est publié sur notre site internet concernant les terres rares, énergie renouvelable et stockage d'énergie. Le constat qui est fait, c'est que en fait, les besoins en fait en terres rares des systèmes de stockage sont quand même relativement limités par rapport au disponible mondial. Donc il n'y a pas vraiment d'impact de ce point de vue-là. En revanche, c'est plutôt l'utilisation de métaux critiques tels que le cobalt qui effectivement apparaît plus problématique à la fois en termes de ressources, mais aussi de géopolitique. Oui, peut-être pour prolonger, effectivement, le sujet du cobalt, c'est un sujet qui nous concerne les renouvelables beaucoup. Donc, on a considérablement renforcé nos exigences sur la transparence de nos fournisseurs, sur la manière dont ils sourçaient, suivant quels principes éthiques, etc. Donc, ça, c'est vraiment un chantier critique. C'est pas parce qu'on fait des énergies renouvelables qu'on n'a pas à être exemplaire. Donc ça, c'est un gros sujet, un gros enjeu, sachant qu'il y a quand même un mouvement sur les technologies, il y a de moins en moins de cobalt, et même il y a des technologies de stockage sans cobalt, et c'est une option technologique qu'on active aussi pour ces raisons-là. Maintenant, sur le recyclage, c'est un sujet qui est toujours délicat parce que il est lointain, donc on n'a pas envie de s'en occuper, on a tellement d'autres choses à faire, mais il faut quand même s'assurer que ce sera faisable. Les premiers volumes arrivent, mais c'est pas lié au stationnaire, Enfin, encore une fois, comme ça a été mentionné par Daniel, on bénéficie d'un environnement industriel mûr qui nous est offert par la mobilité du stationnaire et également l'industrie du recyclage commence à se structurer. Donc une batterie, ça se recycle plutôt bien. Le lithium se recycle bien. Certains matériaux n'ont pas, les investissements nécessaires dans les filières de recyclage n'ont pas encore été réalisés compte tenu des volumes faibles en Europe, par exemple, mais en Asie, c'est déjà le cas. Donc, il y a un seuil d'équilibre où l'investissement rend
pertinent économiquement d'aller récupérer des matériaux et tant qu'on n'est pas sur ces volumes-là, les investissements ne peuvent pas être faits et donc il est moins onéreux d'aller prendre des matériaux neufs plutôt que d'aller recycler. Donc ça, c'est des choses qu'on observe du coup sur les pays un peu en avance par le biais de la mobilité. Donc c'est pas un sujet qui nous semble être l'enjeu principal par rapport notamment au sourcing du cobalt. Et peut-être dernier point que vous avez évoqué, dans quelle mesure ça va créer une tension sur les matières premières et renchérir le coût. Donc encore une fois, les innovations portent sur une utilisation de plus en plus mesurée des ressources, donc ça va plutôt dans le bon sens. Et on constate pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la croissance de la mobilité électrique induit l'ouverture de nouvelles mines, aujourd'hui, il n'y a pas de perspective d'augmentation de coût du lithium, par exemple, ou ce genre de choses. Mais ça, c'était la réponse économique. Je pense que la réponse est pas tellement sur ce volet-là. Enfin, le sujet n'est pas tellement sur le volet économique. Peut-être Guillaume, et puis après, je donnerai la parole à Daniel. Oui, vous avez levé le doigt. Juste pour rajouter, en effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait que pour l'instant, il n'y a pas de tension sur la capacité à fournir en matières premières par rapport aux besoins. Et avec les projections, on s'aperçoit que ça a l'air de pouvoir tenir, notamment par rapport à la partie lithium. Mais par contre, c'est plus des enjeux autour de l'indépendance et d'être indépendant vis-à-vis de ces matières-là. On voit qu'en France, potentiellement, on peut trouver du lithium. Est-ce que sociétalement, on pourra accepter d'avoir une mine de lithium ou des exploitations à côté de chez nous? On voit les problématiques que l'on peut avoir pour une mise en œuvre d'une ligne électrique d'un endroit A à un endroit B. Est-ce que la mise en œuvre de ces moyens de production à l'échelle locale pourra se faire et dans quel délai? Voilà, c'est juste mon interrogation. Ok, merci. Daniel, peut-être sur ces questions de ressources? Alors, je ne vais pas tellement adresser la question de la ressource en tant que telle, mais peut-être quand même signaler ce qu'on voit dans le marché du stationnaire, qui est finalement, qu'on voit arriver, qui est l'utilisation de batteries dites de seconde vie, hein, donc, qui ont une première vie dans le domaine de la mobilité et avec des exigences de performance différentes qui peuvent encore être utilisées dans des applications stationnaires. Alors là, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait encore de projets avec de grandes capacités utilisant des batteries de seconde vie, mais pour des petites échelles, hein, je pense que c'est tout à fait envisageable. Donc c'est aussi finalement un moyen de limiter la tension sur les ressources sur l'ensemble de la filière. Très bien, très bien. Merci. Alors, il y a d'autres questions, cette fois-ci, qui essayent d'élargir un peu au niveau géographique le contexte. Hein, on a parlé de l'échelle nationale, de questions aussi territoriales, donc avec des micro-réseaux, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi la dimension européenne dans la façon dont le mix électrique sera utilisé et la question des interconnexions qui vient avec. Et donc finalement, autour de ces questions-là, c'est comment joue l'interconnexion et le développement peut-être des interconnexions à venir avec les besoins de stockage. Est-ce que c'est une dimension, par exemple, que vous allez prendre en compte, Valérie, dans vos scénarios, la question de l'interconnexion? Puis après, je donnerai la parole à nos autres amis du panel. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, l'interconnexion, c'est aussi une des solutions en fait de flexibilité de notre système électrique, c'est certain, au-delà du management de la demande et de l'offre, et également du stockage. Donc oui, en fait, en 2018, l'ADEME a publié déjà une étude sur les trajectoires d'évolution de mix jusqu'en 2060, où effectivement on modélisait la flexibilité du mix français, mais vraiment dans le contexte complet européen, donc en prenant en compte ces interconnexions. Exercice que nous allons reproduire dans l'exercice actuel. Alors,
de nouveau à ce stade, c'est pas encore fait. Là, on travaille actuellement plutôt sur les mix électriques et les courbes de charge, pardon. Par contre, effectivement, dès début 2021, on s'attellera à cette problématique d'interconnexion. Voilà. Très bien, merci. Arnaud, peut-être vous pourriez aussi intervenir là-dessus, puisque EDF est un acteur européen. Tout à fait. Bon, peut-être juste pour clarifier, donc moi je travaille à EDF Renouvelable, qui est une filiale du groupe EDF, donc c'est pour des raisons notamment juridiques, c'est des activités assez séparées, donc je n'interviens pas sur les réseaux électriques, mais par contre, ce que je peux dire, effectivement, les réseaux, enfin les interconnexions sont un moyen en compétition avec les moyens de stockage. C'est-à-dire qu'un problème peut être résolu soit par l'interco, soit par du stockage. Si on reste sur le niveau macro également, moi je n'ai pas du tout parlé de ce sujet-là, puisque encore une fois, je suis pas actif personnellement sur ces sujets, mais les steps sont un moyen de stockage. Et quand on couple les steps, donc les steps, c'est des barrages qui ont aussi la faculté de pomper et turbiner l'eau, mais aussi pomper l'eau pour remonter dans le bassin en haut. Donc on est sur un moyen qui peut produire et qui est alimenté par un bassin versant, donc c'est un ouvrage de production d'électricité et de stockage. C'est des ouvrages énormes potentiellement qui ont des capacités de stock typiquement pour déplacer une production de l'été vers l'hiver ou autre. Donc voilà, c'est des actifs qui ont des caractéristiques et qui résolvent des problèmes que les batteries qu'on a évoquées jusqu'à maintenant ne peuvent pas résoudre. Et donc c'est aussi un type d'ouvrage, quand on en construit on change complètement la structure du mix électrique. Si en plus il y a des interconnexions, on change la structure du mix de la zone. Typiquement, on construit une steppe en Israël, on change les problématiques de flexibilité de toute la zone Moyen-Orient. Et les steppes françaises ont un impact sur les besoins de flexibilité de l'ensemble du réseau européen. Donc voilà, effectivement, les interconnexions pour nous sont vues comme un moyen en compétition, et on est obligé de scénariser les investissements qui pourraient arriver dans les années à venir pour comprendre comment serait impacté un projet qu'on aurait construit en France, ou en Angleterre ou n'importe où, puisque évidemment les problèmes à résoudre seraient plus du tout les mêmes une fois que les tensions du système ne seraient plus du tout les mêmes une fois avant et après les interconnexions. Merci. Guillaume ou Daniel, vous voulez intervenir sur cette question de la prise en compte de l'interconnexion par rapport à la gestion de moyens de stockage? Vas-y, Daniel. Oui, peut-être juste rappeler le fait que si on regarde le cas de la France, en fait, la France est globalement exportatrice nette d'électricité. La PPE donne une trajectoire qui va conforter encore cet écart entre production et consommation. Donc il est clair que, évidemment, les interconnexions jouent un rôle majeur. Y compris sur la balance commerciale. Sur la balance commerciale et puis sur la gestion alors, à grande échelle du système. Ça a été mentionné par Arnaud, mais effectivement, c'est aussi intéressant de noter que, et on peut prendre l'exemple du projet Ringo de RTE, que finalement le stockage peut être une alternative à la mise en place ou au renforcement de capacités d'interconnexion. Donc on voit bien que les deux sont étroitement liés. Très bien. Daniel, puisque vous avez la parole, il y a des questions finalement autour des systèmes de gestion de l'énergie et de se dire que finalement on va être face peut-être à un mix, on va être face, c'est clair, à un mix de différentes énergies, qu'elles soient électriques, qu'elles soient d'autres natures. Comment ces systèmes de gestion d'énergie peuvent-ils s'adapter à cette forme pluriel de production d'énergie? Alors, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est important, et notamment dans le contexte français, si on regarde les objectifs de décarbonation, parce que pour le contexte français, en tout cas à court terme, le mix électrique étant déjà très décarboné, ce qui peut avoir un impact, c'est en fait la convergence de l'électricité
avec d'autres domaines. J'ai évoqué brièvement la convergence énergie-transport ou électricité-transport avec les véhicules électriques, mais la convergence électricité-chaleur est certainement un sujet important quand on va regarder la décarbonation au sens plus global. Et donc, il y a un véritable enjeu, effectivement, à aller vers du pilotage de systèmes complexes qui intègrent ces diverses dimensions. Si par exemple, les EMS peuvent évidemment piloter également de la demande, et on imagine que piloter du chauffage électrique ou des pompes à chaleur, qui sont finalement du chauffage décarboné, donc qui répondent à un besoin chaleur, sont des choses tout à fait faisables, et d'ailleurs les flexibilités en termes de demande les plus facilement activables à l'échelle des particuliers. Ok, on arrive quasiment là au terme de table ronde, hein, il est 10h30. Peut-être une dernière question qui a été évoquée au tout début dans son introduction par Monsieur Chevet, et puis qui est réapparu aussi dans les questions. Alors, c'est un grand sujet sur lequel on va passer très peu de temps, mais c'est la question des régulations et puis de la façon dont on va intégrer les coûts, du rôle des uns et des autres. Des nouveaux acteurs. On a évoqué, c'est Guillaume qui a parlé des intégrateurs. Il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent. Il y a un rôle que va jouer le stockage. Comment il va intervenir dans toutes ces questions-là. Peut-être Valérie, comment vous voyez cette évolution finalement, et en quoi le rôle de la régulation va intervenir dans la future gestion de notre mix électrique? Alors c'est une vaste question, donc On a une minute. Voilà, justement, donc très très rapidement, enfin en tout cas ça fait partie effectivement des questions qu'on se pose là dans le cadre de notre exercice de vision, et qui se posent non seulement au niveau national, mais comme on l'avait évoqué également au niveau européen. Voilà, peut-être la seule chose que je peux en dire, c'est que ce que l'on souhaite, c'est que justement notre exercice permettra aussi dans quelques mois, quand on l'aura fourni, d'avoir des billes pour avoir cette réflexion sur les régulations nécessaires pour atteindre cette neutralité carbone quelle qu'elle soit, et avec des solutions de stockage plus ou moins importantes et de diverses technologies, faisant appel à diverses technologies. Et voilà, aujourd'hui le débat, enfin, je pense, reste encore ouvert. On va en rester là. Il me reste à remercier tous nos panélistes pour la qualité de leurs interventions, bien entendu, et puis poser malheureusement. Pour information, on a démarré à 120, on a plus que doublé le nombre d'auditeurs durant cette table ronde, donc on est allé jusqu'à 253 personnes. J'espère que ce rendez-vous IFPEN, dans cette nouvelle formule, du fait des conditions sanitaires, vous a intéressé. En tout cas, c'était le cas pour moi. Nous vous donnons donc rendez-vous. Monsieur Chevet a été très clair là-dessus. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour d'autres tables rondes dont nous vous dévoilerons rapidement les thèmes. Et donc, je vous remercie encore à nos amis panélistes. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Au revoir.